Anticor d'avoir organisé ce débat, puisque ça me permet d'entrer directement dans le sujet. Madame Perrol l'a rappelé, France 3 a organisé un débat télévisé, retransmis un dimanche, alors même que la semaine de dépôt des candidatures n'avait pas eu lieu. Alors, je n'ai pas été invitée, ils le savaient, c'était public, c'était sur les réseaux sociaux, les journalistes sont friands de leurs réseaux sociaux, c'est actuellement quand même leur première source d'information. Ça pose quand même un problème parce qu'ils auraient pu inviter in fine des personnes qui n'auraient pas été candidates ou candidats, puisque les candidatures, les dépôts de candidature n'avaient pas encore commencé. Donc je reviendrai sur le rôle des médias et leur rôle dans une forme de corruption, ou en tout cas de complaisance avec le pouvoir, en fait, entre la porosité entre le pouvoir politique et le pouvoir médiatique, notamment à travers les collectivités. Donc merci pour ce temps d'échange et de débat. Le deuxième point qui a été évoqué, c'est par rapport à évoqué par Anticor, pardon, c'est le fait qu'Anticor ait été créé par des élus, parce qu'effectivement, je crois que les élus, nous sommes les premiers à souffrir d'une opprobre générale. Madame, vous en avez fait état. En effet, dans tous nos partis, je parlerai des médias tout à l'heure, moi je suis du parti radical de gauche, Jean-Michel Beignet est un patron de très grands groupes de presse, évidemment dans le sud-ouest c'est beaucoup plus facile de faire campagne quand on est un élu radical que de le faire dans l'Allier. Donc je reviendrai sur le rôle de la presse parce que c'était une des propositions d'Anticor. En tout cas, quand on est élu de terrain, moi c'est mon cas depuis 2001, grâce à Gérard Charras, j'avais à peu près votre âge à l'époque, qui m'a demandé à la faveur évidemment de la loi sur la parité de bien vouloir être présente sur sa liste et dans une position suffisamment haute qui m'a permis d'être jusqu'à encore aujourd'hui conseillère municipale. Mais conseillère municipale d'opposition depuis 2014, depuis 2020, pardon, conseillère communautaire également. Et alors je n'ai pas besoin de ça pour vivre, mais il faut quand même que vous sachiez que ça fait 20 ans que je suis conseillère municipale et communautaire absolument bénévole. Les seules dépenses publiques qui ont été engagées sur ma personne, ce sont quelques dépenses de frais de formation auxquels les élus ont droit, ce qui pose quand même le problème du statut de l'élu. Alors on me dirait c'est pas directement en lien avec la corruption, bah si un peu, parce que si tous les élus avaient réellement un statut avec par exemple des droits à la retraite ou des droits à la formation renforcés, je ne parle pas de rémunération directe, peut-être qu'un certain nombre d'élus seraient moins tentés de cumuler les fonctions, de cumuler les indemnités, même si on y reviendra, c'est de plus en plus encadré. Donc ce cumul des fonctions, il est tentant et il est extrêmement préjudiciable à l'exercice d'un mandat efficient et efficace. Et en quelque sorte, ça donne malheureusement une sorte de monopole, puisque je le vois à l'agglo, particulièrement, ou à l'agglomération. Je crois qu'un certain nombre d'entre vous qui suivent les débats le savent. Je suis à peu près la seule à m'exprimer. Donc ça ne veut pas dire que tous les autres élus sont corrompus, complaisants, etc. Mais quand même, si vous voulez, dans l'exercice de la démocratie, le fait minoritaire est assez difficile, je l'assume, mais est assez difficile à vivre, et en tout cas sur le long terme, et demande, et là je vous rejoins madame, et demande quand même beaucoup de travail, beaucoup de travail bénévole. Donc tous les élus ne sont pas pourris, et je pense qu'il faudrait qu'il y ait davantage d'accès au débat de la part de la population. Je trouve que dans la loi devrait être inscrite par exemple la retransmission audiovisuelle obligatoire de tous les débats.
On a été capable de le faire pendant la crise Covid, hein, on a fait des visios dans tous les sens, on continue, etc. Ça devrait être une obligation de pouvoir retransmettre ça, parce que les gens ont pris l'habitude de cette numérisation. Donc voilà sur le temps et sur le cumul. Ensuite, autre chose, vous l'avez évoqué aussi, on le vit aussi quand même dans les collectivités, puisqu'il y a une tendance de plus en plus forte à une forme de technocratie que les élus locaux endossent aussi, puisque pas seulement à l'Assemblée, mais dans les collectivités, on a besoin d'être de plus en plus experts, en tout cas documentés, de travailler de plus en plus sur des sujets pointus. Donc il peut être tentant pour se simplifier la tâche, et notamment quand on n'a pas de moyens affectés, hein, qu'on n'a pas de collaborateurs affectés, d'être, enfin, c'est pas tentant, mais on peut être l'objet de sollicitations pour nous dire est-ce que vous pouvez porter tel et tel sujet à l'agglomération. Les sujets qui sont des sujets sur lesquels on est très sollicité, ça va être les questions environnementales, par exemple, qui sont des questions sensibles. Donc il faut vraiment rentrer dans les dossiers pour pouvoir se les approprier, les comprendre et porter une voix, vraiment une voix indépendante. Voilà, ça c'est le cadre général. Sur le cadre plus particulier, vous prendrez connaissance, si vous l'avez peut-être déjà fait, des 15 propositions d'Anticor. Moi j'ai choisi de vous en détailler, d'en aborder 3. La numéro 13 qui est relative à la protection de la liberté de la presse et à la lutte contre la concentration des médias. Donc en fait on a déjà un cadre législatif qui est assez important, mais qui date de 1986. Et en 2009, le sénateur David Assouline a fait une proposition de loi qui malheureusement a été rejetée par la commission des lois. Le texte, je ne vais pas vous le détailler, mais il avait vocation à réguler les liens entre la puissance publique et le secteur de la presse, d'une part, et d'autre part, à déterminer quels étaient les liens de transparence entre l'actionnariat des entreprises de presse et les donneurs d'ordre de la commande publique. Alors ça peut paraître un peu abscon comme ça, mais en tout cas, même sur le terrain ici, on a peu d'entreprises de presse, et évidemment, elles vivent des abonnements, mais elles vivent aussi de la commande publique, des annonces légales, etc. Et on voit bien à travers la couverture de l'opposition, on voit bien à travers la couverture aussi de certaines manifestations, certaines associations, que finalement on ne fait pas partie du paysage, et qu'à ce titre-là, la couverture est assez mince. Donc malheureusement, cette proposition de loi a été rejetée, et si je suis élue députée, c'est un travail sur lequel j'aimerais avancer, quand bien même, et je l'ai dit tout à l'heure, dans notre parti, on a une grande figure radicale qui est un très puissant patron de presse. La deuxième proposition de Anticor, mon chronomètre s'est débranché, alors je ne sais pas combien il me reste de temps, c'est là, 1 minute. Alors c'est mieux encadrer le versement des aides au secteur privé. Nous, au PRG, on porte une proposition qui est d'enquêter avant toute aide publique, même si les aides publiques sont déjà très réglementées par le cadre européen, d'enquêter sur toute aide publique versée à des entreprises qui auraient des filiales ou des liens avec des entités domiciliées dans des paradis fiscaux. La situation de la France est assez caractéristique là-dessus, et en réalité, autant le cadre européen nous contraint, autant finalement le cadre s'agissant des aides nationales et régionales est quand même beaucoup plus flexible. Donc on voit toujours la corruption au plus haut niveau de l'État, mais il ne faut pas oublier quand même qu'avec la décentralisation, on a un pouvoir, notamment au plan régional, un pouvoir financier qui est extrêmement fort.
Et je pense que les lobbies actuellement l'ont bien compris et sont beaucoup plus actifs au niveau des entités, des strates qui vont être des strates locales, régionales, départementales, etc., que finalement auprès des députés qui sont aguerris et dont les collaborateurs sont quand même assez aguerris à distinguer ce qui fait le lobby. Et dernier point, j'en termine là-dessus, sur le cumul des mandats. En réalité, avant la réforme de 2014, une très grande majorité des parlementaires, 476 à l'époque sur 577, étaient en situation de cumul. Alors, ça s'expliquait aussi par la nécessité de connaître le terrain avant d'avoir été élu local, avant d'être élu national. Donc, j'en comprends le concept. En tout cas, la loi a modifié ça. Mais aujourd'hui, et vous avez eu raison de le rappeler, c'est François Hollande, et notamment c'est la commission Jospin en fait en novembre 2014, commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, qui a été plus loin et qui a préconisé de prohiber le cumul d'une fonction ministérielle avec l'exercice de tout mandat local. Aujourd'hui, il y a encore du travail à faire, puisque on peut avoir de très nombreuses fonctions, on peut cumuler être maire, président d'une agglo, vice-président d'une région, etc. Et j'en passe, et avec toutes les fonctions dans les différents syndicats mixtes, etc., les métropoles, les pays. Voilà. Je ne dis pas qu'il y a une personne qui cumule tout ça, hein. C'est pas ce que je dis. Mais il y a plusieurs personnes qui en cumulent quand même un certain nombre. Donc ça, c'est extrêmement préjudiciable, en tout cas à l'indépendance. Ça aboutit à une concentration, à une technocratie extrême, et puis ça aboutit surtout à faire une classe politique finalement qui est très très genrée, puisqu'on a une classe politique très uniforme. Il faut rentrer très tôt dans la vie politique et finalement en faire en quelque sorte un métier, et ça c'est pas très très bon. On a dans la classe politique, et notamment au niveau des députés, c'est pareil, on a assez peu de diversité. Je parle pas de diversité en termes d'origine, je parle de diversité en termes socio-professionnels, et c'est pour ça que moi je suis pour un vrai statut de l'élu beaucoup plus transparent et qui permette davantage l'exercice de la démocratie. Voilà, il y a plein de choses à dire, j'essaie de rester dans le temps, je vous remercie.